du coup, deuxième webinaire pour parler de prévention et triathlon. Comme mon nom l'indique, Karine Dupuis, je suis au club de Palaiseau Triathlon pour celles et ceux qui ne le savent pas. Je suis en charge de toute la section triathlon santé à l'US Palaiseau Triathlon, qui est une section qui accueille des gens en reprise d'activité physique, mais également des malades. À la Ligue, je suis en charge de développer toute l'approche santé. Alors, je fais aussi une communication au regard de ça. Si vous avez besoin de moi pour développer des approches X, Y, Z dans vos clubs, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Il y a 20 000 façons de développer le triathlon et la santé. Hein. Il n'y a pas que les malades, il n'y a pas que les gens en reprise d'activité physique. Ça peut très bien aussi monter soit des sections avec aussi une approche, par exemple, de mobilité, de prévention de blessures. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, alors historiquement parlant, pas mal le savent, je suis pharmacienne de formation, j'ai aussi voilà, je suis professionnelle dans le sport, mais je suis toujours très étonnée par moments du manque de séances qui font attrait à la mobilité, au renfort des muscles profonds, qui sont aujourd'hui clairement un des actions qui, à mon sens, faut mettre en place dans les clubs pour prévenir les blessures. Et deuxième élément qui permettent également d'aller vers la performance, d'aller travailler sur du qualitatif et non pas du quantitatif, bien qu'à un moment donné, quand on veut faire certaines distances, on est obligé d'aller sur la quantité, mais de travailler en efficience, d'accord? Donc, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous voulez développer dans vos clubs ou que vous dites « Oh là là, je n'ai pas trop le temps, il me faudrait de l'aide, etc. » Je suis une vraie aide, passez le message à vos copains, copines dans les clubs que je suis là pour vous aider et développer toutes les approches santé qu'on peut imaginer. Pour ce qui est du webinaire, donc ici, c'est le deuxième d'une série de 5 webinaires qui aura lieu cette année. Le premier était sur la respiration. Vous pouvez bien évidemment le revoir en replay sur la chaîne YouTube de la Ligue Île-de-France de triathlon. Alors, ce soir, nous allons parler de cycle menstruel et performance. C'est une thématique qui me tenait à cœur, je le disais tout à l'heure en préambule. Pourquoi? Parce que c'est, à mon sens, un vrai sujet. Un vrai sujet qui touche les femmes, enfin les jeunes filles, bien évidemment, on va le voir, mais également les adultes. Et également, après, quand on avance dans l'âge, effectivement, il y a tout un tas de choses, à mon sens, à prendre en considération et surtout à pouvoir, c'est toujours la même chose, former, informer pour accompagner, voire orienter des fois. D'accord? Ça ne doit pas être un tabou, bien évidemment. Et vous allez le voir tout de suite. Alors, juste à chaque fois, j'ai un problème avec mon écran pour passer au slide d'après. Alors, c'est pas grave, on va faire autre. Voilà. Donc, comme j'étais en train de vous dire là tout à l'heure, je suis obligée de ne pas le mettre en mode écran, sinon ça bloque mon ordinateur. J'étais en train de vous dire, le replay sur la respiration est disponible. Et là, nous allons faire donc le webinaire. N'hésitez pas à vraiment poser vos questions. Pourquoi c'est un vrai sujet? Parce que déjà, je voulais revenir sur des chiffres au sein. Déjà, vous le savez, on n'arrête pas d'en parler dans les différentes fédérations. Il y a trop peu de femmes impliquées dans les instances. Je le dis tout de suite, je ne suis pas féministe, hein, d'accord? C'est pas parce que, voilà, je ne suis pas pour la femme alibi non plus. Mais le constat est quand même là, quand on regarde, on est à l'aube des JO, sur les fédérations olympiques, nous avons une seule femme qui est présidente. Ça, c'était les chiffres, d'accord, sur 2015-2017, ça n'a pas vraiment évolué. Bien évidemment, les femmes sont, alors, quand on fait un parallèle ici au sein de la FF3, il faut que vous sachiez qu'il y a à peu près 30% de pratiquantes femmes, d'accord? Mais pour autant, quand on regarde, ce que l'on voit, c'est que plus on monte dans les postes élevés et moins en moins il y a de femmes. D'accord?
Ça, c'est important, il faut l'avoir en tête. Par rapport à la thématique, par rapport, évidemment, à un moment donné, bien accompagner les jeunes filles, les femmes ou des femmes qui avancent dans l'âge, c'est bien évidemment aussi intéressant peut-être. C'est quand même plus simple quand les femmes parlent aux femmes, peut-être, j'en sais rien, quoique, il faut aussi arrêter avec ces idées préconçues de dire que les femmes doivent parler qu'aux femmes sur même des sujets comme ça. C'est pour ça que je le fais ce soir, parce que messieurs, je compte sur vous, d'accord? Je compte sur vous parce qu'au sein de la FF3, je vous communique les chiffres là de 2022 par rapport à l'encadrement. Nous avons 30% de pratiquantes, mais nous avons pratiquement que 10% des personnes qui encadrent qui sont des femmes. Donc, vous voyez qu'au regard du nombre de pratiquantes, du pourcentage de pratiquantes, on est finalement, au regard de ça, dans un milieu quand même d'encadrant très masculin. D'accord? Alors, ce n'est pas parce que c'est des hommes qui ne vont pas bien encadrer, mais ça me semble important en tout cas qu'il y ait des webinaires comme ce soir pour informer. Alors, il y a plein de choses que vous allez sûrement connaître. J'espère vous apprendre 2 ou 3 petites choses. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. D'accord? Des questions par rapport à ça? Pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que le cycle menstruel, c'est intéressant de savoir ce qu'en disent les sportifs de haut niveau. On peut se dire une sportive de haut niveau, il faut savoir qu'ils sont clairement beaucoup encadrés par tout un tas de professions médicales. On le sait, la partie médicale, encadrement, c'est beaucoup de femmes, d'accord? Mais pour autant, je trouvais intéressant de vous partager ces chiffres. Il y a une enquête qui a été faite en 2021 et qui dit auprès de sportifs de haut niveau, donc par rapport à des femmes qui sont sur la liste, d'accord, des sportifs de haut niveau. Il y en a 73 qui ont répondu. Parmi ces 73 qui ont répondu à un questionnaire, il y en a, donc sur la question « Vivez-vous la menstruation comme une difficulté dans le cadre de votre pratique ?» 84% ont déclaré que cette période, alors j'ai oublié des F, je suis désolée, je le vois sur difficulté, 84% de ces femmes qui sont pour le coup dans le haut niveau avec des gens en interaction avec des personnes de profession médicale qui sont très souvent des femmes, elles déclarent vivre cette période comme une difficulté. Alors maintenant, je vais vous poser la question à vous par rapport à notre discipline, cette fabuleuse discipline qui est le triathlon et toutes les épreuves en lien avec le triathlon, mais également le raid, faut en parler. Pourquoi, à votre avis, il faut en parler dans le sport de ça, du cycle menstruel et de l'impact sur la performance sportive? Et pourquoi, spécifiquement en triathlon, qu'est-ce qu'il va y avoir comme choses qui, à votre sens, sont intéressantes à aborder? Ouais, Jocelyn, vas-y. Moi, je dirais que déjà par rapport aux hormones, savoir que quand on est sur un cycle menstruel, on a les hormones qui sont complètement différentes que quand on est normal. Ouais, ok. Donc, Jocelyn, est-ce que tu peux te présenter? Tu es dans quel club, du coup? Alors, moi, je suis à Orsay. Orsay. Ouais, Ok. je suis à Orsay Triathlon. Donc, Jocelyn, il nous dit c'est important, il faut en parler en triathlon parce qu'en fonction du cycle, on n'est pas sur le même taux d'hormones. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les combustions chimiques sont complètement différentes. Ouais, on va le voir. Ok, quelqu'un d'autre qui veut réagir? Non, c'était plus sur adapter la charge de travail par rapport à l'intensité ou dans le cycle où on va être sur un cycle de développement, adapter les charges de travail en fonction de ça, sur de l'individualisation d'un entraînement, quoi. Ouais, il va falloir, alors effectivement, idéalement, je ne le sais pas, on prend par exemple dans les écoles de triathlon, je ne sais pas si aujourd'hui les encadrants, je le dis, je pose la question, je ne sais pas si les encadrants sportifs prennent en considération ça dans l'élaboration des séances. Bon, vous imaginez, ça peut aussi, on peut se dire, ça peut être compliqué si on a X jeunes ados, voilà, de faire quelque chose. Mais voilà, je vous pose la question. Moi, Non,
je prends pour mon cas, je pense qu'on n'est pas encore assez sensibilisé à ça. Il faut déjà que tout le monde soit bien sensibilisé, qu'il puisse en parler. Et après, on ne peut pas non plus faire enfin, on peut pas créer nos entraînements par rapport à ça. Mais par contre, il faut savoir être à l'écoute de son athlète pour adapter l'entraînement si elle nous dit qu'elle est dans cette période-là. Mais on ne peut pas non plus faire une individualisation quand on est sur un groupe par rapport au cycle menstruel directement. Ouais, exactement. Je partage complètement. Tu es dans quel club, du coup? À l'Asel Triathlon et à l'EPPG Paris aussi. D'accord. Après Saint-Gervais. Ok. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il est clair qu'aujourd'hui, alors quand on est dans une approche collective, ça semble compliqué. On ne va pas aller demander voilà, le cycle peut-être de chacune. Mais par contre, déjà, être formé à ça, sensibilisé à ça, c'est sûr que ça fait, à mon sens, une différence dans l'accompagnement, alors notamment des ados, mais également des adultes. Et spécifiquement chez les ados, vous le savez, la période de l'adolescence est une période extrêmement fragile et c'est là où les filles ados arrêtent l'activité physique. Et c'est vrai aussi en triathlon, par rapport aussi à ces raisons-là et le fait d'être aussi un peu accompagné. Bon, je ne vais pas vous décrire la phase adolescente avec tout le chamboulement hormonal, mais c'est vrai que, on le sait, c'est important de pouvoir les accompagner au mieux pendant cette période. Et notamment, on va le voir en triathlon, il y a quand même la natation entre une jeune qui pratique et qui commence à être réglée tout d'un coup, ça change la donne quand même. Quoi d'autre, Jocelyn? Moi, je dirais que par rapport à certaines filles qui peuvent être atteintes d'endométriose et l'impact qu'il peut y avoir sur la course à pied. Ouais, on va en parler justement. Douleur pendant les règles, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter, qu'est-ce qu'il faut faire? On va en parler, mais faut aussi, à un moment donné, se poser les bonnes questions. Tu as raison, Jocelyn. Est-ce que, voilà, une fille qui systématiquement se tord de douleur à chaque fois qu'elle a ses règles, effectivement, alors les activités à impact, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire, hein, quand on a mal comme ça au ventre, mais c'est aussi de se dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? On va le voir, je vais vous présenter les chiffres sur l'endométriose. C'est encore trop peu, il y a beaucoup de sensibilisation, mais c'est encore trop peu pris en considération. Quoi d'autre en triathlon? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va impacter? Pourquoi il faut en parler? Et pourquoi il faut sensibiliser les éducateurs et tous les gens qui sont dans le milieu, hein, pas que les éducateurs, les gens qui travaillent dans les bureaux de clubs, les comités, les ligues, tout le monde en fait. Et les pratiquants, parce qu'en fait, plus on sensibilise de gens et plus ça va faire tilt en disant « Ah ben t'as ça, ben tiens, j'ai écouté une conférence on m'a dit que, voilà, enfin, lors de la conférence, on a dit que… » Alors, sur quelle autre chose, à votre avis? Pourquoi il faut en parler? C'est tout? Oui, Annie, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, Annie, ACVB, triathlon. Ouais, Moi, je trouve qu'il faut en parler parce que parfois, le mental, il n'y est plus quand les règles arrivent, quand le cycle arrive. ouais, Voilà. on va en parler aussi, cette phase, hein, aussi, tout le syndrome prémenstruel. Alors, mesdames et messieurs, enfin, en tout cas, les femmes ne sont pas… Il y en a chez qui c'est très marqué, d'autres un peu moins, d'autres, ça dépend des cycles. Voilà, bah, c'est la variabilité humaine, hein. On va en parler aussi. Ouais. Quoi d'autre? C'est tout, Jocelyn? Après, il y a tous les symptômes qui vont avec, et aussi pour certaines la lourdeur des jambes, mais c'est pour ça qu'il faut très individualiser parce que chaque personne a des règles différentes, enfin des menstruations différentes. Et en tant qu'entraîneur, enfin, moi je trouve que c'est important surtout quand on est dans le haut niveau, on est vraiment sur la personnalisation, de demander à ses athlètes et casser ce tabou en fait. Même quitte à faire des conférences, enfin, des rendez-vous de début d'année pour Ouais, casser cette chose-là. ouais. C'est clair, totalement d'accord avec toi. Elena, bonsoir. Bonsoir.
Moi, je suis RMA. Je suis Oui. dirigeante, je ne suis pas entraîneur. Moi, je parle aussi pour les pratiquantes un peu plus âgées, c'est-à-dire vers la préménopause. Voilà, là, il y a beaucoup de changements hormonaux qui se font et risque de blessures plus important. Donc, comme bon, on a quand même pas mal de pratiquantes dans cet âge-là, donc qui ont commencé le triathlon assez tard. Je pense que il faut prendre ça en compte et au moins alerter les femmes voilà, autour de entre 45 et 50 ans que, voilà, ils peuvent plus s'entraîner comme des jeunes de 30, quoi. Ouais. Voilà, il faut prendre en compte ces changements hormonaux dans ces sens-là aussi. Oui, vous l'avez très justement dit, on va en parler aussi. Alors, à la ménopause, hein, un point important, préménopause, en tout cas, chamboulements hormonaux. Puis après, à la ménopause, c'est effectivement la chute, en tout cas, des taux d'hormones, qui a des conséquences, bien évidemment, sur le relâchement musculaire. Alors, il y a un truc aussi sur lequel il faut être vigilant à cette période, et surtout chez des femmes qui pratiquaient beaucoup et qui pratiquent toujours beaucoup, c'est notamment le relâchement musculaire en lien avec la chute hormonale qui va avoir des conséquences immédiates, notamment sur le périnée. Donc, périnée, ménopause, sport à impact, on a le combo parfait pour avoir des problèmes effectivement de fuite urinaire, ou voire plus si affinité. Et comme c'est encore, je le dis, très tabou, en plus, chez ces femmes-là, des femmes qui pratiquaient beaucoup, elles se disent non mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Il y a un peu de honte en se disant, voilà, parce qu'elles se pensaient, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'on est sportive, hein, qu'on sera préservé au regard de ça. Ça n'a rien à voir, je dirais même pire. Hein, quand on cumule ménopause, sport à impact et qu'on n'a pas fait sécuriser notre petit périnée, eh ben, on a le combo parfait pour avoir des problématiques. Ouais, tout à fait d'accord, Elena, avec toi. Il faut en parler. Il n'y a pas que… Alors, il y a la jeune, hein, je l'ai dit. Il y a aussi voilà, la pratiquante qui revient en post-grossesse. Je tiens de suite à vous dire, hein, je suis aussi en charge de la commission nationale à la Fédé de triathlon de la commission santé. Nous allons produire des vidéos sur certaines thématiques. Là, il y en a une qui est en cours de tournage sur grossesse et triathlon. Oui, quand on est enceinte, on peut pratiquer du triathlon. Et puis, il y a tout l'enjeu après, hein, post-grossesse. Ça aussi, c'est important avec voilà, toute la machinerie qui se remet en route, entre guillemets, post-grossesse, et avec les cycles qui peuvent plus ou moins bien se passer avec un impact clair sur l'entraînement et puis avec ce que ça a comme conséquence sur notamment la grossesse, relâchement du périnée et si on reprend trop vite. Ouais. D'autres choses? Pourquoi il faut en parler en triathlon? Allez, moi, j'ai plein d'autres choses. Moi, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez? Alors, ouais. Il y a aussi il y a une histoire d'alimentation et de sommeil aussi. Je pense qu'on a des périodes un peu troublées dans ces périodes-là. Ouais, alimentation et sommeil, effectivement, les troubles de l'humeur, tout ça, on va en parler. Alors, là, je vous ai mis pourquoi il faut en parler. Bah, parce que, voilà, parce que, par exemple, on peut avoir aussi des personnes qui n'ont plus de règles. D'accord? Et ça, c'est important, hein, d'accord? C'est aussi de la prévention en triathlon. Une athlète XYZ qui n'a plus de règles, il ne faut pas rester comme ça. D'accord? C'est quelque chose, l'entraîneur doit le savoir. Je vais vous expliquer pourquoi derrière. Voilà. Et quels sont les risques à ne pas avoir les règles? Derrière, c'est de la blessure, hein, qui peut arriver. On va le voir pourquoi. Ou alors des règles qui sont irrégulières. Ça doit être des alertes. Hein, je rappelle que c'est la machinerie de la femme. Quand ça commence à yoyoter, c'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est une des premières choses, d'accord, qui est impactée quand, par exemple, on va faire de trop lourdes séances d'entraînement ou également quand il y a des problèmes
psychologiques, bien évidemment, en dehors de grossesse, hein, d'accord? L'aspect, je prends du poids avant mes règles, j'ai des symptômes physiques, des troubles de l'humeur. Est-ce que je suis moins performante lors de certaines périodes en fonction du cycle? Les règles abondantes, comment je fais? Ok, triathlon, il y a la natation, super, je fais comment? Voilà, un vrai problème, j'avais ma compète qui tombe pile poil sur une journée où j'ai un flux très important. Hein, Des ça, douleurs. comment? Et des douleurs. Et des douleurs. Voilà, qu'est-ce que je fais? La problématique aussi chez les jeunes hein, qui sont sous contraception et qui pensent que la pilule fait grossir. Voilà, par rapport à l'entraînement. Donc ça, voilà, comment je gère tout ça parce que c'est important. L'aspect, bien évidemment, de pouvoir consulter un gynécologue en cas de besoin. Quand est-ce que vous allez être orienteur pour ceux qui sont éducateurs sportifs ou même voilà, vous dans les clubs, quand est-ce que vous allez pouvoir être orienteur? Quelles sont les choses qui doivent vous alerter? Alors, le cycle menstruel, messieurs, dames, on va en parler, bien évidemment, on l'a dit tout au long de la vie, chez les ados, hein, les adultes, avant et après la grossesse, l'après-ménopause et la ménopause. Et effectivement, une des choses aussi sur lesquelles il faut parler, c'est le syndrome prémenstruel, les douleurs, le manque d'énergie, on en a parlé, les sauts d'humeur, le ventre gonflé, la rétention d'eau, Jocelyn l'a dit. Hein, y a aussi un truc, c'est que dans la phase prémenstruelle, on a tendance à être un peu plus maladroite. Alors, vous le savez, je fais beaucoup de conférences dans le domaine des neurosciences, la tête. Hein, il y a une baisse claire de la concentration, d'accord, et de l'attention qui peut engendrer certaines choses. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Alors, on passe à la vraie vie. Ben, juste, ça, c'est des rappels. Alors, tout le monde connaît, enfin, j'espère. Un cycle menstruel, c'est quoi? Hein, le cycle menstruel, il commence le premier jour des règles et il se termine la veille des règles suivantes. En général, c'est 28 jours, mais la durée peut varier. D'accord? Ça peut être de 22 ou de 34 jours. Comme je vous l'ai notifié sur la slide ici, en fonction de la durée, s'il est inférieur à 21 jours, on dit que c'est un cycle court. S'il est supérieur à 35 jours, on dit que c'est un cycle long. Ça dépend des femmes, ça dépend de plein de choses. On est toutes différentes. Ça me tient à cœur et je veux vous avertir par rapport à ça. Le vaccin Covid a eu des conséquences chez certaines jeunes filles et femmes importantes au niveau du cycle menstruel. Il y en a qui ont été complètement désorganisées au regard de leur cycle. Hein, il y a des femmes qui sont devenues à des cycles extrêmement courts, avec des règles très abondantes. Je vous laisse imaginer voilà, les conséquences. Il va falloir, je pense à l'avenir, être vigilante parce que alors bon, ça va dépendre de l'âge de la femme à qui ça arrive, mais si vous prenez une jeune hein, qui est en pleine phase de croissance et qui a eu un impact par le vaccin Covid, il y a beaucoup de choses qui sont remontées hein, actuellement par rapport à ça. Beaucoup de femmes, vous tapez Covid et impact sur le cycle menstruel, vous allez voir, il y a des groupes monstrueux qui sont en train de se créer. Donc moi, je ne veux pas croire que c'est que de la fabulation de femmes ou de jeunes filles avec vraiment des gens qui sont impactés très négativement. Vous aviez ça comme notion ou pas? Non. Ça, c'est hyper important à avoir en tête et bien évidemment, ça peut complètement modifier le quotidien d'une jeune fille, d'une femme par rapport à ça. Alors, tout le monde n'est pas impacté, d'accord, mais il y a vraiment des choses qui remontent et qui sont d'ailleurs étudiées par le ministère de la Santé. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est du… D'accord, ce n'est pas des femmes qui sont en train d'affoler toute la population. Du coup, c'est remonté par ce que l'on appelle les effets secondaires des traitements. Alors, le cycle menstruel, pour vous redire, pour bien recomprendre les choses, tout le monde le sait, il y a deux phases. Une phase folliculaire, une phase lutéale. En fonction de des phases, le taux d'hormones, Jocelyn l'a dit,
va pas être le même. D'accord? Donc, on démarre au premier jour du cycle, les taux hormonaux sont bas. D'accord? Plus on augmente, donc entre le 6e, là, et vous voyez, donc au 14e jour, on va dire qu'on est à l'ovulation, hein, l'œstrogène monte, la progestérone reste basse. Ouais. Il y a l'ovulation, d'accord, on est là au 14e jour, et après, il y a la deuxième phase, qui est la phase lutéale, où vous allez avoir là, œstrogène et progestérone qui vont être au taquet, jusqu'à ce que finalement, ces taux d'hormones chutent, et là, ça annonce évidemment l'arrivée des règles. Ouais, tout le monde a ça en tête? Ok, super. Alors, Karine, t'es bien mignonne. Et alors, on en fait quoi? Ben, on en fait quoi? C'est ce que je vous ai mis là. Hein. Vous voyez, je vous l'ai remis avec un petit schéma là, que j'avais trouvé. Donc, première phase du cycle. Hein. L'œstrogène est basse. Vous voyez, l'œstrogène est ici. L'œstrogène, pardon, est haute. Et la progestérone est basse. D'accord? La progestérone, elle est ici en orange. Et puis, vous voyez que cette phase où là, on a la deuxième phase du cycle, un taux d'œstrogène et de progestérone relativement élevé, et après, ça chute hein, ici avec l'arrivée des règles. Alors, quel impact, là, c'est l'arrivée des règles en violet. Quel impact sur la performance? Il faut savoir que dans la première phase, hein, la partie où les oestrogènes sont au taquet, la progestérone en bas. Donc, cette phase ici, d'accord? Là, on peut gagner en force et masse musculaire parce qu'on va bien récupérer, mais il y a un risque de blessure par rapport à la laxité au niveau ligamentaire et articulation. Ça, c'est la première phase, c'est ce que je vous ai mis ici. La phase lutéale, c'est-à-dire la deuxième phase où notre amie, la progestérone, monte. Elle monte, elle monte. On mange beaucoup, on supporte mal la chaleur et on favorise le stockage lipidique. Donc, encore une fois, c'est pas... alors, je le dis à chaque fois, il y a des femmes qui font des super perfs au premier jour de leurs règles, d'accord? Mais c'est de se dire, c'est plus par rapport, moi, je pense, l'intérêt par rapport à l'entraînement, de connaître tout ça, parce que je vous l'ai remis ici, hein, vous voyez que là, dans la phase des règles, on est fatigué, la concentration baisse, d'accord? Après, je vous ai dit, dans la première phase du cycle, hein, il y a une super réponse ici, donc, hop, on est là, à l'entraînement et à la capacité de récupération. Quand on approche de l'ovulation, attention aux risques de blessures qui sont plus importants. Et la deuxième phase du cycle, donc je vous l'ai dit, augmentation de l'appétit, température corporelle, métabolisme de base augmente et tout ce qui est aspect fatigue, on est beaucoup sur des choses beaucoup plus tangibles. Est-ce que, au regard de ça, vous avez des questions? C'est des choses que vous connaissiez? Oui, non? Non. Non, non, pas spécialement, mais c'est particulier. Donc, hein, c'est important hein, voilà, que vous ayez ça en tête. Vraiment, ayez en tête que la montée des hormones, la première phase du cycle, hein, on est vraiment la montée en œstrogène avec des progestérones, la progestérone qui est en bas, d'accord? Et sur la deuxième partie, on a œstrogène et progestérone au taquet, donc avec les conséquences que ça comporte. Ouais, Elena. Oui, Karine. Comment ça se passe pour les jeunes femmes qui sont sous pilule, là, ces changements normaux? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait la pilule? Enfin, je ne me souviens plus. Est-ce que ça change justement Alors, la pilule, elle est tout simplement dans un but dans cette phase d'ovulation, d'accord? Dans la phase d'ovulation, avec plus ou moins un delta, éviter tout simplement une grossesse. Mais alors, il y a plusieurs choses. Les pilules, j'allais te dire quelle pilule?
Parce que dans les pilules, vous pouvez très bien avoir des pilules oestrogéniques, mais vous pouvez avoir des pilules à progestérone. D'accord? Donc après, c'est du cas par cas et en fonction de la pilule et de la femme, vous savez que les effets secondaires ne vont pas être ressentis déjà de la même intensité sur les mêmes aspects. Donc, j'allais te dire, c'est du cas par cas. Donc, ce que je veux dire là, si je dois t'apporter une réponse au regard de ça, c'est de se dire, oui, la pilule va encore plus, enfin, chez certaines personnes, encore plus modifier les choses et il faudra être vigilant. Par exemple, quelqu'un qui prend la pilule, une pilule oestrogénique, qui fait du sport et qui fume, bah, c'est pas bon. D'accord? Il faut tout de suite arrêter. La fumer avec une pilule oestrogénique, on le sait, ça va causer des dangers. Donc, j'allais te dire, là, sur l'espace du webinaire d'1 heure, c'est un peu chaud d'aller te redire les différentes pilules. En fait, il faut prendre en considération si c'est une pilule oestrogénique, progestérone. Et après, de se dire par rapport aux effets secondaires sur une même pilule, chaque femme sera différente. Mais en tout cas, il faut garder en tête ce schéma-là, qu'il faut rester voilà, avec ou sans pilule sur ces aspects-là. Bénédicte? Oui, bonsoir. Donc, c'est Bénédicte de Vincennes. Voilà. Ouais. Moi, j'encadre que du tri-santé en bénévolement. Et oui, ma question, c'est donc dans la phase lutéale, alors est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux faire des choses de l'endurance, par exemple, par rapport, vu qu'il y a moins de gains de force ou de masse musculaire? Ouais, alors exactement. C'est comment. Alors après, c'est aussi, alors j'allais te dire de façon individualisée. Hein. En tout cas, là, c'est ce que je te mets dans cette première phase. C'est sûr que si tu vas taper à l'entraînement, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais voilà, sur de la force, tu seras vraiment sur de très bonnes capacités de récupération. Dans la phase là, je t'ai dit proche, voilà, quand on arrive aussi proche de l'ovulation, attention au risque de blessure. Et puis la deuxième phase, ouais, plus aller travailler des choses d'aérobie, de choses comme ça. Ok, merci. D'autres questions? Ouais. C'est Rémi ou Pierre? Il y a les deux. Ah, À la limite, moi, j'aurais une question sur l'alimentation. ouais. Plutôt dans une optique de performance avec un suivi individualisé sur des athlètes de haut niveau, ou du moins des athlètes à haut potentiel, on va dire. Sur la seconde phase, on met qu'il y a une augmentation de l'appétit, mais en revanche qu'il y a plus de chances de stocker les lipides. Ouais. C'est un peu bâtard. Au niveau de l'alimentation, du coup, comment on peut gérer, vers quoi on oriente, hein? Alors, cette phase-là, alors, elle est plus ou moins, comment dire, sur l'alimentation, c'est plus ou moins compulsif, on va dire, sur l'aspect de manger. Il y a un truc qui impacte, et j'en ai pas parlé, c'est effectivement aussi la fatigue, d'accord? Il est clair qu'une des façons aussi de réguler cette envie de… Alors, c'est clair qu'une nénette qui est crevée, dans cette phase-là, ça va y aller sur la nourriture, d'accord? Une nénette qui est stressée, c'est clair que dans cette phase-là, ça va y aller au niveau de la nourriture. Donc, j'allais te poser le truc à l'envers et de te dire, plutôt que d'aller se poser la question déjà au niveau alimentaire, comment on pourrait réguler les choses, c'est de se dire comment on peut déjà minimiser ça, parce qu'il y a des choses qui existent pour minimiser ça, notamment par des approches notamment respiratoires, hein, parce que encore une fois, une nénette qui est sous stress et qui est fatiguée, je ne vais pas vous le dire, mais par exemple des indicateurs comme la variabilité cardiaque, hein, qui sont
un bon indicateur de l'état de fatigue d'un athlète, hein, si vous l'utilisez. Évidemment, ça va être intéressant à regarder et de se dire, finalement, je te la fais courte, mais si la nénette, elle est out physiquement, c'est clair que cette phase-là, ça va y aller, elle va manger. Hein. Elle va manger, elle va manger, elle va manger. Et après, on peut le contrecarrer. Donc, l'indicateur de la variabilité cardiaque est un bon truc pour savoir si elle va avoir une phase où elle va manger beaucoup. Et après, comment agir, c'est par les aspects respiratoires et notamment comment on va pouvoir reharmoniser notamment le système nerveux autonome. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le système nerveux autonome, c'est une branche qui accélère, une branche qui décélère. La fatigue et le stress jouent beaucoup sur le système nerveux autonome et va avoir tendance à, bien évidemment, dans des phases de stress, production de cortisol et tous des règles. Et c'est le why au niveau alimentaire. Donc déjà, pour moi, c'est le premier truc à faire. Après, sur l'aspect nutrition proprement dit, je ne pourrais pas te dire, mais bon, je pourrais poser la question à un nutritionniste, voilà, ce qu'il en pense par rapport à l'adaptation alimentaire. Mais pour moi, c'est toujours pareil, avant d'adapter l'alimentation, il y a déjà limité, faire en sorte que cette phase, elle soit la plus, comment dire, que la femme puisse la vivre au mieux, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dans quelque chose où voilà, si quelqu'un est par exemple crevé au niveau de la variabilité cardiaque, qu'elle vous dit je mange vachement en ce moment, j'arrive pas à me contrôler, je suis toujours en train de manger, et qu'on continue à faire des séances d'entraînement de dingue, c'est clair que ça ne va pas arranger les choses. Et c'est comment, par la respiration, on arrive à réguler tout ça. Ouais. Du coup, là, par exemple, on a une athlète qui vise un seul objectif pour l'année, et on se rend compte que ça va tomber sur cette période. Comment tu fais pour pour accompagner les deux cycles différents, le cycle menstruel et le cycle d'entraînement dans lesquels tu es obligé de développer certaines charges avant de travailler de l'affûtage? Ouais. Comment tu fais pour l'adapter par rapport à l'un et à l'autre? Alors, j'allais te dire, et encore une fois, je dis c'est du cas par cas, parce que là, on est en train de parler de généralité, et puis après, il y a une variabilité individuelle. Et il y a aussi le truc de se dire, le corps, il est quand même intéressant parce qu'il est toujours dans une phase adaptative au regard de ce qu'on lui demande. Donc, j'allais te dire, ça, c'est la connaissance de ton athlète et surtout toute la communication que tu as avec elle qui va te donner des indicateurs sur comment faire. Et c'est toute la... pour moi, vous voyez, aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté. On va bientôt mettre des électrodes dans le cerveau. Et à un moment donné, on oublie que, à mon sens, que dans l'accompagnement sportif, il y a un truc fondamental, c'est cette communication qu'il y a entre l'athlète et l'entraîneur et sur le ressenti des séances, ressenti y compris en intégrant, parce que en fait, aller voir la nénette et lui dire alors c'était comment aujourd'hui, mais voilà, intégrer ces questions voilà, par rapport à ta phase du cycle, tu es dans quelle phase, et finalement mieux connaître voilà, comment son corps va réagir au regard d'une séance en fonction du cycle, parce qu'il n'y a pas de... Là, c'est des grandes lignes, mais c'est des grandes lignes, mais qui sont bien évidemment, comme je vous disais, c'est pareil, quid d'une athlète qui aura ses règles, par exemple, sur une compétition importante. Hein, il y a possibilité, vous savez, par les pilules, de prendre en continu pour décaler les cycles. Oui. Voilà, il faut tout regarder. OK, je décale le cycle, mais on peut aussi très bien performer en ayant ses règles, d'accord? Vous voyez, il n'y a pas de... Il y a une connaissance d'un athlète qu'un entraîneur doit avoir avec son athlète, et chaque nénette est différente. Voilà, c'est un peu... Vous allez me dire, ah bah super, le webinaire, mais j'essaie de vous donner les grandes lignes, mais dans la vraie vie, il y a voilà, ces grandes notions à avoir en tête, mais dans la vraie vie, il y a vraiment cette adaptabilité que vous devez avoir, par exemple, quotidiennement, si vous entraînez des athlètes de haut niveau. Ouais, Jocelyn. Mais moi, je voulais revenir par rapport à la personnalisation et construire en fonction des cycles menstruels, mais au final, à pas avoir parlé avec plusieurs sportives, chaque cycle, en plus qu'il soit différent selon les personnes, ils sont différents aussi à la personne. C'est-à-dire que Ouais.
Moi, je connais une fille, son cycle menstruel, une fois, ça va être la catastrophe, une fois, ça va bien se passer, une fois, ça va aller, mais elle a des douleurs, une fois où elle est pliée au fond de son lit. Donc, au final, la programmation par les cycles menstruels, est-ce que c'est une réelle bonne idée ou pas? Bah, en fait, pour moi, c'est pas dans l'idée que je veux faire passer comme message, c'est que c'est des choses à prendre en considération dans le quotidien, dans l'entraînement, quand vous discutez avec vos athlètes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est fait? J'en sais rien, d'accord? Il me semble pas, parce que c'est des notions. Enfin, vous voyez, je vois pas un éducateur même dire bon bah écoute, il y a le triathlon, il y a les sélectifs triathlon pour les championnats de France. Au fait, dans ton cycle, ça tombe quand? Enfin, je vois pas, sauf si je me trompe, hein. Mais vous voyez, c'est des choses comme ça qui finalement sont importantes à prendre en considération, mais ne doivent pas être non plus basées que sur ça. Et encore une fois, c'est le ressenti quotidien. Et je dis toujours, un super éducateur sportif, c'est quelqu'un qui sait s'adapter en fonction de ce qui se passe dans la séance. Pareil, des fois, si vous avez un athlète qui ne dort pas, bon, bah voilà, vous le voyez en séance, je vous dis, bah, j'ai pas dormi aujourd'hui, vous allez peut-être pas faire la séance de dingue que vous aviez prévue, etc. Vous voyez, c'est comment on adapte les choses de façon intelligente au regard de ce que dit l'athlète, et le cycle menstruel doit faire partie des communications, c'est pas tabou, d'accord? Dire, ah bah t'en es là, bah tiens, on va tester, on va voir la séance machin, moi j'avais prévu de te faire une séance comme ça, tu me dis, ok, t'es dans la phase où tu as un risque de blessure, voilà, tu me dis surtout s'il y a des trucs, tu n'hésites pas, on échange, d'accord? Et c'est comme ça qu'on commence, qu'on progresse dans la connaissance de l'autre, de l'athlète, hein, ou alors si c'est à titre individuel pour soi qu'on apprend à se connaître. Mais à un moment donné, il faut tester des choses, d'accord? On peut pas, c'est pas un livre en disant, voilà, alors c'est très individuel, comme je vous le dis depuis le départ. C'est toute la frustration du truc. Il y a des grandes lignes directrices, et après, il y a la vraie vie. Hein, c'est comme, voilà, si on part même sur des athlètes de l'accompagnement d'hommes, hein, il y en a, alors moi je rigole parce que je vois dans les forums d'entraînement, il faut faire ci, il faut faire ça, mais en fait, c'est toujours pareil, il y a une connaissance extrême de l'athlète à avoir, et on est toutes et tous différents. Voilà. Après, Karine, tu sais que je pense que tous les entraîneurs ne sont pas dans la recherche de comprendre ce qui se passe, et tout le monde n'ose pas non plus parler à son entraîneur, et je parle des femmes. Oui. C'est plus facile peut-être de femme à femme de parler de ce souci, de ces périodes, qu'un entraîneur où il y a majorité d'hommes aussi, et que ce n'est pas forcément facile pour elle d'en parler. Mais c'est effectivement, tu as totalement raison, c'est le but de ce webinaire. C'est-à-dire qu'on a 30% de pratiquantes et que 10% d'éduques femmes. Ouais. Donc après, c'est de se dire, bah, c'est les deux, j'allais dire. C'est-à-dire que, bah oui, alors idéalement, il faudrait qu'on ait plus peut-être de femmes, mais bon, voilà, après, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le quotidien, c'est effectivement des jeunes filles ou des femmes qui sont en face d'éducateurs hommes qui sont plus ou moins sensibilisés à la chose. Et il y en a, ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc ça, je suis un peu méchante de dire ça, mais moi, j'en connais plein dans les clubs, ils s'en foutent. Et il y en a, des fois, on entend au bord des bassins, elle ne va pas nous prendre la tête avec ses règles. Hein, bon, c'est par rapport à ça que je veux, alors sans tomber, voilà, vous voyez, il faut mettre le curseur au bon endroit, c'est juste sensibiliser, donc c'est cool, moi je suis contente qu'il y ait des hommes ce soir, voilà, parce que ça prouve que, voilà, il faut arrêter le combat homme-femme, des hommes peuvent très bien accompagner des femmes, hein, aujourd'hui il y a des gynécologues hommes, je crois que les gynécologues hommes, enfin, je veux dire, quand vous discutez avec des femmes qui ont des gynécologues hommes, elles vous disent, mais mon gynécologue homme, mais jamais de la vie, j'en changerai. Parce que
c'est souvent des hommes qui sont encore plus à l'écoute que les femmes. D'accord? Donc, c'est pour dire aussi que, voilà, moi, je crois beaucoup à la sensibilisation des gens qui sont dans les clubs, des hommes aussi, qui, à l'heure actuelle, il y aura, on l'espère, à l'avenir, de plus en plus de femmes éducatrices. Et s'il n'y a pas, eh ben, c'est pas non plus, voilà, ça doit pas, on doit continuer le travail de sensibilisation, mais ça doit, comment dire, on doit être no tabou et open discussion par rapport à ça. À l'écoute. C'est ça. Écoute et bienveillance. Ouais. Ouais, Alors, de ce que je comprends de ce qu'il faut retenir un peu de tout ce qu'on vient de dire là depuis le début, c'est dans les clubs de collectivité où on gère vraiment des grands groupes, c'est une sensibilisation pour permettre aux personnes qu'on encadre de pouvoir venir nous parler facilement Ouais. et de soulever le problème dès qu'il y a quelque chose. Mais par contre, quand on est sur de l'entraînement individuel, là, on peut rentrer un peu plus profondément c'est ça. dans la compréhension du cycle, quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça, c'est ce que je dis concrètement parlant dans les clubs. Bah, la première chose, ça passe par des soirées comme ce soir. On pourrait organiser d'autres choses pour aller encore plus loin dans l'approche, hein, c'est-à-dire que des éducateurs qui sont dans du coaching individuel versus du coaching collectif. Là, ce n'était pas le but de rentrer dans le détail de tout parce qu'il faudrait voilà, plus de temps. Mais former les éducateurs, sensibiliser les éducateurs dans les clubs pour mieux aussi informer les pratiquantes parce que les pratiquantes, elles ne savent même pas, d'accord, ce que je suis en train de vous dire aussi. Donc, il y en a oui, il y en a non, pour finalement mieux les accompagner et orienter vers des professionnels de santé si besoin. Des solutions existent sur pas mal de problématiques qu'il peut y avoir. Il faut juste en parler. Je vous ai dit, les aspects de respiration, hyper importants. Par exemple, une femme ou une jeune fille qui dit « mais j'ai trop mal au ventre avant la compétition parce qu'elle a ses règles », la cohérence cardiaque peut être un truc top sur la meilleure gestion des émotions, une meilleure tolérance à la douleur. Hein, et pour éviter aussi les migraines, on n'en a pas parlé, mais il y a des femmes… Oui, quand je vois le truc migraine, ouais, ça me… c'est vrai que… Hein, on n'en a pas parlé, mais dans cette phase, alors c'est pareil, tu parlais de l'alimentation tout à l'heure, il y a des femmes qui ont des migraines en lien avec leur cycle. Exact. Alors, que font ces femmes et personne ne leur dit? C'est-à-dire que dans cette phase un peu où elles n'ont pas trop le moral, entre guillemets, les femmes migraineuses vont aller manger 2 trucs, le chocolat et le fromage. Ouais. Les 2 trucs à bannir. Pourquoi? Parce que le fromage, alors le corps est super bien fait, hein, d'accord? Quand vous êtes plutôt dans cette phase où, où les femmes n'ont pas la patate, elles vont aller vers des aliments qui les reboostent. Et pourquoi le chocolat et le fromage? Parce que c'est des précurseurs de la sérotonine. Vous savez, la sérotonine, le médiateur du bonheur. Donc, elles vont sur le fromage et sur le chocolat, en lien avec effectivement toute cette sensibilité de dire je ne me sens pas bien, etc. Elles vont aller sur ces aliments-là qui sont, donc comme je vous ai dit, des précurseurs de la sérotonine, sauf que quand on en mange trop, ça donne exactement un peu les effets secondaires que prennent quand des gens prennent trop d'antidépresseurs, c'est-à-dire des migraines. On va accentuer la migraine avec ça. Si on arrivait à contrôler leur compulsion alimentaire par rapport à ça, eh ben, elles iraient moins vers le fromage et le chocolat, il n'y aurait pas de migraine. Aujourd'hui, je vous assure, on règle les problématiques de migraine de cycle par la respiration. D'accord? Et par la pratique notamment de la cohérence cardiaque et d'autres approches. Il y a aussi, ça me fait penser quand même que ça approche aussi à la préparation mentale, tout ça, hein, quelque part en méditation, etc. Hein. Oui, tout est lié. C'est sûr qu'une femme qui est stressée, dans cette phase un peu où elle est vulnérable, entre guillemets, si je puis dire, elle va aller vers le chocolat et le fromage, et tout ça va faire des douleurs, et notamment de la migraine, et derrière, bien évidemment,
voilà, on va dire que aussi l'état émotionnel de la personne influence la douleur, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est comme il y a des gens, ils vous disent « j'ai super mal ». Alors, on n'est pas là pour juger s'ils ont mal ou s'ils n'ont pas mal, c'est leur ressenti qui compte, d'accord? Ça, c'est important aussi, parce que des fois, on peut entendre aussi au bord des bassins, moi je suis une ancienne nageuse, ouais, bon, enfin, chaque mois, elle nous fait la même chose, elle dit qu'elle a mal au ventre. Hein, on l'a toutes et tous entendu. On n'est pas là pour juger si elle a mal ou pas mal, c'est son ressenti qui compte. D'accord? Elle dit qu'elle a mal. Donc, il faut prendre en considération ça et adapter les choses en fonction de ça et surtout proposer des choses pour aller mieux et ça passe par la respiration. Et la gestion mentale, bien évidemment. Ouais. Alors, je voulais vous parler de ça. Juste des choses qui peuvent voilà, arriver. L'absence de règles. Alors, l'absence de règles en l'absence de contraception, ça peut être lié à quoi? Alors, premièrement, bon, je le remets, c'est bête comme chou, mais à une grossesse, d'accord? Même si des préservatifs sont utilisés ou une contraception est en cours, ça, bon, voilà, c'est aussi pour ceux qui encadrent, hein, des jeunes filles en âge de procréer, ça peut vite arriver aussi, d'accord? L'autre point, l'absence de règles, si voilà, tout est OK sur l'autre versant, c'est-à-dire qu'il y a une absence de règles, c'est en lien avec une disponibilité énergétique trop basse pour assurer le fonctionnement normal du cycle. Souvent, c'est lié à quoi? C'est lié avec… donc, ce déficit énergétique est relié au sport et survient avec une fréquence variable en fonction des disciplines sportives. Vigilance, vigilance. Une athlète qui est fatiguée, qui a des performances ou des résultats qui sont non réalisés ou plus difficilement réalisés, des blessures qui commencent à arriver, des difficultés à prendre de la masse musculaire. Si vous avez ces signaux-là, d'accord, c'est ce que je vous ai mis ici, d'accord, hop, je vous remets, on est là, ça c'est des signaux qui doivent vous alerter, d'accord. Celle qui ne progresse plus, alors que normalement, au regard des entraînements, elle devrait être en pleine bourre, elle est en plateau, elle commence à se blesser, etc. etc. Deux mécanismes possibles, d'accord? Soit, en fait, elle se met dans cet état parce qu'il y a une augmentation des dépenses énergétiques sans une adaptation des apports nutritionnels qu'on peut voir quand la charge de travail est augmentée des stages intensifs, ou une restriction des apports nutritionnels. D'accord? Notamment, ça, on le voit pour des athlètes qui font notamment des régimes pour être poids de la catégorie. Ouais. C'est vrai. D'accord? Donc, je vous ai dit l'absence de règles. Alors, je suis très sérieuse avec ça. Hein. L'absence de règles ou des règles plus fréquentes, il faut absolument consulter un professionnel de santé pour en éviter les conséquences et l'impact sur la performance. D'accord? Quand ça merdouille de ce côté-là, c'est pas bon signe. D'accord? Ça aussi, c'est extrêmement tabou. D'accord? Voilà, parce que qu'est-ce qui se passe? Une jeune, elle n'a pas ses règles, bah, ça va l'arranger. Hein. D'accord? Elle n'a pas ses règles, ça va l'arranger, mais il faut se poser la question pourquoi? Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Des questions par rapport à ça? Règles ou alors des cycles qui commencent… Alors, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand une jeune fille commence à être réglée, les cycles ne sont pas réguliers, d'accord? C'est normal d'avoir des cycles non réguliers. Mais après, ça doit alerter surtout s'il y a des signes de fatigue, de performance de ce que j'appelle un peu en plateau, d'accord? C'est qu'il va falloir se poser des questions. Avec aussi, hein, ça c'est décrit, hein, on le sait, pour aller plus vite, il y en a, elles vont être en restriction d'apport nutritionnel. Elles vous disent, oui, oui, je mange bien, et puis en fait, vous n'êtes pas avec elle, et en fait, elle fait n'importe quoi au niveau alimentaire. D'accord?
Donc, c'est un signe, vous voyez, c'est ça aussi la prévention en triathlon, c'est comment, au regard de discussions comme ça, mais alors, je ne vous dis pas de poser la question à chaque séance, mais vous voyez, de temps en temps, ça va, ton cycle, tout se passe bien, pas de problème. Ok, vous n'êtes pas médecin, mais c'est important de le savoir. Si en plus, il y a des signes que je vous ai dit tout à l'heure. Les règles douloureuses, ça doit alerter aussi. Donc, il faut le savoir, ça peut être signe. Alors, c'est de se dire, voilà, quel est le level, qu'est-ce qui doit inquiéter. Mais si vous voyez que c'est à chaque fois systématiquement que la jeune ou l'adulte est plié en 4 avec des règles extrêmement douloureuses, il faut penser à l'endométriose. D'accord? Je vous rappelle, c'est une maladie qui touche donc 10% des femmes, donc ce n'est pas anodin quand même. D'accord? C'est quand même un chiffre important, avec des vraies problématiques de douleurs importantes pendant notamment donc, pendant le cycle menstruel. Et en moyenne, ça met 7 ans à être diagnostiqué, donc ça serait bête de passer à côté. D'accord? Et avec des conséquences, bien évidemment, parce que 40% de ces femmes derrière ont des problèmes de fertilité. Donc, il faut voilà, prendre au sérieux ça. Comme le reste, donc absence de règles ou pas de règles, on s'inquiète. Règles douloureuses, si à chaque fois l'athlète elle est pliée en 4, on s'inquiète aussi. Syndrome prémenstruel. Alors, la prise de poids et les troubles de l'humeur avant les règles, tout le monde en a déjà entendu parler. Donc, c'est embêtant parce que ça peut gêner l'entraînement. D'accord? Alors, les signes, c'est quoi? Prise de poids, elles disent qu'elles ont les jambes lourdes, des crampes, des maux de tête, des tensions mammaires. L'appétit, je vous l'ai dit, hein, manger, manger, manger. Cette sensation d'être en perte d'énergie. D'accord? Et puis, trouble de l'humeur, tout ce qui est associé. C'est-à-dire, vous parlez à votre tête, elle va dire « Ah, c'est bon hein. ». D'ailleurs, on le dit toujours, elle va avoir ses ragnagnas, on dit. Voilà. Trouble du sommeil également. Si ça commence à être un petit peu envahissant et systématique, c'est pareil, il faut en parler à un professionnel de santé. D'accord? Des prises en charge efficaces sont possibles au regard de ça. Restez pas avec ce truc, voilà. Et voyez, dans le questionnement, après, quand on connaît très bien ces athlètes, je pense qu'on doit pouvoir même savoir à quel moment du cycle est l'athlète. D'accord? Hein? Nous, en tant que femmes, pour des gens qui pratiquent du sport, moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'aller regarder sur le calendrier pour savoir où j'en suis. Hein. Alors après, on est toutes différentes, mais c'est aussi voilà, une meilleure connaissance de soi et ça fait partie aussi du contrat gagnant-gagnant, encadrant, encadré. C'est important, encore une fois, à prendre en considération. Ça marche? Dernier élément, comme ça, je vous laisse des choses par rapport aux abondances de règles. Alors déjà, problématique, effectivement, pour la partie natation. Quid? Alors, les choses ont évolué, d'accord? Les choses ont évolué dans le sens où, mince, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop. Les choses ont évolué parce que aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui existent, qui n'existaient pas il y a 20 ans, 30 ans. Je pense notamment les maillots de bain que l'on peut mettre quand on a ces règles. Il y a plein de choses, cet écosystème est en train de se développer et c'est très bien. En tout cas, par rapport à l'abondance des règles, il y a, je ne sais pas si vous connaissez ça, que vous pouvez envoyer à vos athlètes, c'est comment évaluer les choses et se dire est-ce que c'est embêtant ou pas embêtant. Quel est l'intérêt d'évaluer les choses? Les règles abondantes, chaque mois, ça fatigue et il y a un risque par rapport à l'anémie. D'accord? Donc, il faut
à un moment donné, voilà, votre athlète, elle dit qu'elle est tout le temps fatiguée, quelle que soit la phase du cycle, il faut peut-être se dire qu'il y a peut-être un problème et une complémentation en fer à avoir. D'accord? Et il faut surtout essayer de comprendre et comment on pourrait adapter les choses pour que ça soit moins embêtant au quotidien. D'accord? Alors, pour ça, il y a un tableau que je vous ai mis ici qui permet d'évaluer les choses par rapport notamment au nombre de protections et par rapport à l'abondance. Donc, vous voyez, il y a par rapport à l'abondance ici, hop, je vous entoure, il y a type 1, 2 ou 3. Donc, selon que c'est peu abondant, ça fera 1 point. Si c'est normal, 5 points. Et très abondant, 20 points. Quant à la fin de la semaine, on va dire, de règles, si la personne a un score supérieur à 100, c'est qu'on peut estimer qu'il faut aller voir un professionnel de santé. D'accord? C'est que c'est handicapant et que c'est quand même pas normal. OK? Donc, c'est un truc que vous pouvez donner ça à vos athlètes. Vous connaissiez ou pas? Non, non, moi je connaissais pas ça. Donc, Non. à la fois, on regarde. Alors, si par exemple, il y en a une, elle vous dit oh, j'en ai marre, j'ai encore mes règles, c'est la galère chaque mois. Vous lui envoyez ça, vous lui dites bah, tiens, est-ce que tu peux regarder comme ça à l'occasion sur une semaine, enfin sur un mois, un cycle, combien tu utilises de protection, donc serviettes et tampons. Vous avez vu, ils ont fait les petits dessins là pour montrer voilà, qu'est-ce qu'on entend par peu abondant, normale ou très abondante. Et on calcule le total et on regarde. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comment aussi vous pouvez donner de l'info, orienter, sensibiliser, parce que il y a très peu de nanas pratiquantes qui connaissent ce truc-là. Et pour autant, quand vous parlez avec des femmes, il y en a plein qui disent « Oh, moi j'en ai marre, j'ai mes ragnagnas, c'est gênant, c'est embêtant, etc. » Dans quelle mesure c'est embêtant? Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Est-ce qu'il faut consulter ou pas? Là, avec ce truc-là, vous pouvez avoir une sorte d'arbre décision, enfin en tout cas d'évaluation. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez vu, c'est passionnant et complexe une femme, mais bon, vous le saviez. C'est ça. Non, mais honnêtement, c'est des choses évidentes et qui, à mon sens, ne sont pas assez pris en considération. Je suis d'accord avec toi, Karine. Des questions ou pas? Non, pas spécialement, mais en tout cas, c'était bien comme approche. Au moins, ça nous permet d'avoir des idées de base directrices. C'est ça. Bon, l'arbre décisionnel dans les clubs, encore une fois, c'est est-ce que je suis sur du collectif ou de l'individuel? L'approche collective, il est clair que je suis là, je suis à l'écoute. OK, tout se passe bien. Voilà. Il s'est passé ça. OK, d'accord. Tu me dis que tu as tes règles. Vous voyez, quand il y en a une, elle vous dit là, ouais, j'ai super mal au ventre, la course à pied, ça ne va pas le faire, j'ai mes règles. Petite question, mais ça te le fait souvent, en fait, ça, parce que tu m'en as jamais parlé. Vous voyez, on est proactif un peu à savoir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir tout simplement encore mieux accompagner, mieux appréhender les prochaines séances. Ah ouais, ça te le fait systématiquement, mais vous voyez, après, vous pouvez lui poser la question, mais ta semaine, c'était comment? Je ne sais pas si, par exemple, c'est une jeune fille. Tu étais stressée, non, cette semaine? Il y a eu des trucs qui t'ont impacté émotionnellement parlant? Ouais, bah tiens, je vais te donner un petit truc, tiens, cohérence cardiaque. Hop, tu recales ta respiration, plus tu le fais, plus ça va avoir un impact, évidemment, sur ton cycle. Favorablement, bien évidemment. Vous voyez, c'est des petits trucs simples, mais qui font la différence. J'avais une question, j'arrive pas à trouver l'icône pour la main, pardon. Ouais. Bon, moi, j'ai vraiment un public qui n'est pas axé sur la performance. Et par exemple, dans le cas de règles douloureuses, est-ce que
il faut conseiller de pratiquer une activité sportive modérée ou vraiment rien du tout. Enfin, voilà, quel est le conseil au niveau de… J'entends bien qu'il faut une intensité moindre, mais Ouais, une intensité moindre, mais volonté. par contre, le non-mouvement serait une erreur, d'accord? C'est D'accord. toujours comment on adapte les choses. Voilà. Quelqu'un qui a très très mal au ventre, ok, bon, on va peut-être pas lui faire de la course à pied ou de l'intensité. On teste, vas-y, va plus doucement. Et puis bah tiens, aujourd'hui, comme tu as super mal au ventre, on va faire de la mobilité. C'est des super opportunités pour travailler des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre dans les séances, quoi. Hein, une séance mobilité, ça peut être super profitable, hein, encore une fois. Voilà. Je dis toujours, hein, mais un jour, I have a dream, hein, quand je vois les gens nager en natation, avec les mobilités d'épaules qu'il y a, Ouais. je me dis toujours, il y en a, je leur dis, mais en fait, plutôt que d'augmenter les distances, travaille ta mobilité d'épaule, quoi. Mais bon, ça, c'est… What else? Il y a Rémi ou Pierre. Je ne sais pas si c'est Rémi ou Pierre, celui qui rigole. L'autre, il est caché, on ne le voit pas. C'est Rémi, mais en fait, la dernière visio qu'on a fait, il était avec moi, donc je n'ai pas changé de nom. Ah, d'accord. Et il est à son PC, là. D'accord. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et oui, et puis il faut, même sur un public non performance, quelqu'un qui est plié en quatre à chaque fois, nous devons avoir en tête aussi d'être orienteurs. Hein, alors, sans aller les alerter, hein, faut pas, voilà. Mais si c'est systématique, etc., ça mérite quand même d'aller investiguer s'il n'y a pas un souci. Hein, d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, mais merci Karine. C'était Ouais. bien de recadrer tout ça et de remettre ça. Ouais. Mais après, on peut peut-être voir, moi, alors bon, des fois, j'ai des idées de dingue, d'avoir un petit fascicule, vous voyez, pour remettre dans les clubs aux femmes sur différents aspects là qu'on vient d'évoquer. Ça peut être hyper intéressant aussi, quoi. Enfin, moi, il me semble que… Ou alors, en tout cas, si ça ne peut pas se faire en format papier, qu'il y ait une communication que je vois avec la Ligue pour qu'on communique sur une espèce de synthèse que vous pourriez… avoir au regard de ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous demander, à nous solliciter. Ça fait, enfin, voilà, c'est le but de ces webinaires. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous s'il y a des éducateurs sportifs, des femmes, etc., qui veulent revoir le replay, hein, mais également sur les aspects de respiration. Tout est lié, la tête et le corps. Il n'y a pas… nos hormones, hein, bien évidemment, sont influencées par nos émotions, par tout ce que l'on vit au quotidien. Et donc, tout à chacun, y compris les gens qui encadrent les femmes ou les jeunes filles, doivent avoir ça en tête. On n'a pas reparlé de la ménopause, hein, mais la ménopause est une phase. La préménopause est terrible, hein, avec vraiment des changements, les bouleversements hormonaux qui ont des conséquences. Et notamment, je pense à des femmes, hein, qui couraient très, très vite, qui se mettent à prendre énormément de kilos, d'accord, et qui se mettent à avoir des performances beaucoup, donc bien en deçà de ce qu'elles faisaient. Psychologiquement, c'est très dur. C'est-à-dire que c'est un phénomène auto-entretenu. Elles couraient très, très vite, elles prennent du poids, elles voient qu'elles courent moins vite, et comme en fait, ça engendre une espèce de dire « Ah, mais les boules, je ne cours plus à la vitesse où je courais », il y a un impact psychologique qui fait rajouter et elles mangent encore plus. D'accord? Donc, tous ces aspects-là, alors c'est très, très dur parce que c'est comment des femmes se retrouver à l'avant des courses et se retrouvent en milieu de peloton. D'accord? Et c'est des choses qui ne sont pas du tout anticipées. Voilà. Moi, j'ai cet avantage, c'est que je ne cours pas vite. Donc, je serai toujours derrière. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si questions, voilà, n'hésitez pas. Et puis, la Ligue refera une communication avec le replay, mais c'est des thématiques, en tout cas, qui sont intéressantes. Je vous remercie de vous être connectés. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Et puis, je vous donne rendez-vous.
C'est le 10 mai, je crois, hein, pour prépa mentale. Voilà, on vous mettra les liens de connexion sur le site de la Ligue et les réseaux sociaux. Voilà, passez une bonne soirée. Merci, Merci à toi, Et- bonne soirée. Et les femmes, prenez soin des hommes aussi, hein, c'est dans les deux sens. Voilà. Merci. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tout le monde.